Bonjour à tous. Alors je me présente rapidement. Je suis Fanny Bioglaser, je suis infirmière de métier et je pratique l'hypnose en accompagnement depuis environ 2012 au centre Hypnose Sud Alsace à Dannemarie. En fait, j'utilise les outils de l'hypnose dans le cadre de la gestion émotionnelle en fait. Et j'accompagne au quotidien des personnes autour de problématiques diverses et variées pour vraiment les aider à atteindre leur objectif d'évolution personnelle. Par exemple, se libérer d'un fonctionnement gênant, où on va pouvoir travailler autour du rapport à l'alimentation, autour du rapport au sommeil, sur les différentes addictions par exemple aussi. Ou encore effectuer un travail en profondeur pour mieux gérer une émotion, que ce soit les peurs, la colère, la tristesse ou bien d'autres encore. Donc de manière générale, de les aider à transformer quelque chose qui gêne pour aller vers quelque chose de plus adapté en fait. Alors l'idée de l'intervention que je vais présenter aujourd'hui est de vous apporter des informations concernant les émotions, les mécanismes internes qui sont en lien, et également tous les fonctionnements inconscients automatiques. L'idée c'est de présenter comment fonctionnent les émotions, plus particulièrement les peurs qui restent un des principaux freins à l'évolution personnelle, de manière à repartir avec une meilleure connaissance de soi, avec des pistes de réflexion personnelle et même quelques clés qui vont pouvoir ouvrir un début d'évolution personnelle en toute autonomie. Alors l'idée est également de mieux comprendre bien sûr ce qu'est l'hypnose, comment ça fonctionne et ce que ça permet dans le cadre d'un travail sur soi, au niveau du mental, au niveau des émotions, au niveau des différents automatismes. Car bien souvent quand on comprend mieux comment ça fonctionne, ça permet déjà d'avancer d'une certaine manière. Dans un premier temps, je vais vous parler des différents freins. Ces limites qui peuvent ralentir, voire même bloquer l'atteinte d'un objectif, donc l'évolution personnelle. L'idée est vraiment d'amener une prise de conscience, de se questionner personnellement autour de ces limites mentales et émotionnelles pour vraiment les remettre en question et avancer différemment. Une des limites, un des obstacles majeurs qu'on rencontre en séance sont ce qu'on appelle les croyances limitantes. Ce sont toutes ces idées reçues qu'on peut avoir sur soi-même, sur la vie en général. Par exemple, je suis pas capable, j'échoue tout le temps, j'ai toujours été ainsi donc je changerai jamais. Ou les croyances sur son identité, je suis timide, je suis sensible, je suis maladroit. Aussi les croyances sur la vie en général. La vie est compliquée, la vie est un combat, on ne change jamais, les gens ne changent pas, il faut faire confiance à personne. En fait, toutes ces pensées très négatives qui vont vraiment freiner, voire empêcher le changement finalement. Ces pensées-là, négatives, ont bien souvent été apprises, transmises par l'éducation, par le regard et les mots que les autres ont pu porter sur nous à un moment donné, et aussi par les conclusions qu'on a tirées des différentes expériences qu'on a faites. Donc tout ça, c'est vraiment des étiquettes finalement qu'on nous a collées. Et du coup, on ne cherche même pas à mobiliser les ressources, à mobiliser l'énergie pour faire évoluer les choses, puisque c'est comme ça, c'est tellement ancré, c'est tellement présent en nous. Ça me fait penser à une expérience qui avait été faite en séparant deux groupes de personnes. Un groupe de personnes qui se pensaient, qui se croyaient chanceux dans la vie, et un autre groupe de personnes qui se pensaient malchanceux. On a créé un parcours identique pour les deux groupes où on se met aux endroits similaires des billets de banque tout au long du trajet. Et la conclusion de l'étude, c'était que vraiment, les gens qui se pensaient chanceux, finalement, trouvaient les billets beaucoup plus facilement et en rapportaient beaucoup plus. Donc vous voyez vraiment à quel point les idées qu'on a sur soi-même viennent conditionner nos actions, nos comportements et l'ensemble de nos réussites au final. L'idée là, c'est de vraiment vous poser la question. Quelles sont les étiquettes qu'on vous a collées à vous ?
car j'ai vraiment la croyance que d'en prendre conscience est sans doute déjà la première étape pour évoluer, pour faire bouger les choses. Qu'est-ce que ça change si je me raconte les choses différemment? Si je sors de cette case, qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilités différentes? Un autre frein majeur qui est très présent derrière la plupart des motifs de consultation est la présence de peur. Je remarque aussi au quotidien que les mécanismes de la peur sont peu connus et que finalement, en comprendre son fonctionnement diminue déjà l'intensité de la peur. Il faut savoir que la peur, elle est souvent perçue comme une ennemie, comme quelque chose de très négatif. Or, elle a un rôle vraiment très important. Elle nous rend attentifs à quelque chose. À sa manière, elle nous transmet un message dans le but de nous protéger. Le but premier du cerveau, c'est quand même la survie. Sans les peurs, ça serait compliqué, on se mettrait en danger tout le temps, constamment finalement. Face à ces peurs-là, le cerveau va mettre en place 3 types de réactions. Ces réactions-là, elles sont inscrites dans nos gènes, elles sont très archaïques, je dirais. Elles sont vraiment inscrites dans nos réflexes profonds. La première réaction, face à la peur, ça va être la fuite. Typiquement, la réaction d'un animal face à un prédateur. De manière plus humaine, plus actuelle, ça va être les mouvements de foule, par exemple. Ou alors, encore plus simplement l'évitement d'une situation qui fait peur. Je m'y confronte pas, je fuis. La deuxième possibilité de réaction, ça va être la sidération. Typiquement, l'animal qui est figé dans les phares d'une voiture qui arrive sur lui, incapable d'agir, bloqué. On retrouve ça aussi dans les témoignages d'agressions violentes, par exemple, mais dans d'autres situations également, où on est incapable d'agir. La situation est tellement surprenante, brutale, inhabituelle, inattendue, que on est figé, bloqué. La troisième possibilité de réaction, ça va être le combat. Vraiment la peur qui se transforme en rage défensive, en dépassement de soi, où on va être capable de se dépasser même parfois physiquement pour se sortir d'une situation de détresse. Il faut savoir bien sûr que le cerveau est bien fait, il va sans cesse chercher à identifier autour de nous ce qui est dangereux et ce qui va générer de la satisfaction. Simplement pour s'éloigner de ce qui fait peur et pour se rapprocher d'une certaine manière de ce qui fait plaisir. Tout ça est parfaitement automatique et complètement en dehors de notre champ de conscience. Nos peurs en fait nous alertent sur un danger, qu'il soit réel ou qu'il soit potentiel. On sait grâce aux neurosciences que 90% de nos peurs sont construites sur notre imagination et non pas sur un fait réel. Tous ces moments où on anticipe finalement négativement une situation, où on se raconte une histoire, où on se fait tout un film par rapport à quelque chose qui va arriver, et paf, ça a un impact émotionnel. Genre, j'ai une intervention, je dois parler en public, j'imagine déjà que si je rougis, je vais avoir honte, je serai mal à l'aise, etc. La peur est là, alors que finalement, on ne sait pas comment ça va se passer, l'événement n'est même pas encore là et on anticipe les choses. Ou par exemple une situation qui nous rappelle ou nous replonge dans une autre situation qu'on avait mal vécue. Si j'ai déjà rougi quand j'ai parlé en public, peut-être que si je dois reparler en public, à un moment donné, ça va me reconnecter à ça et paf, l'émotion va revenir. Finalement, le cerveau ne fait pas alors la différence entre le réel et l'imaginaire. La réaction interne, du coup, est la même et la peur va s'activer en conséquence avec tout un ressenti interne particulier et du coup soit on fuit, on évite les choses, soit on est incapable d'agir ou alors on se dépasse et on va agir en présence de la peur. Effectivement, il faut savoir que le courage, c'est pas agir sans peur en l'absence de peur, c'est avoir la capacité d'agir malgré la peur, en présence de la peur, et c'est très intéressant de percevoir les choses sous cet angle de vue là. Il faut savoir que la plupart des peurs sont utiles lorsqu'elles sont bien réglées, bien sûr.
et d'autres le sont moins, ou alors ont une utilité plus cachée. Mais dans tous les cas, elle devient limitante lorsqu'elle se manifeste vraiment à l'excès. Tout est une question de réglage au final. Alors dans une seconde partie, je vais vous parler des différents types de peurs. Dans un premier temps, on va avoir les peurs innées, les peurs vraiment biologiques. Ce sont finalement l'ensemble de nos peurs archaïques, primaires, inscrites vraiment biologiquement en nous, qui sont vraiment liées étroitement à notre instinct de survie. Je parle de la peur du vide par exemple, de la peur d'être enfermé, de la peur d'être blessé, de la peur de l'inconnu également. On est bien souvent plus à l'aise dans notre environnement, dans cette zone de confort-là, cette zone où on se sent tellement plus en sécurité, mais où on n'évolue pas ou peu au final. Dans ces peurs-là, on va aussi avoir la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. C'est une peur très naturelle qui a aussi son rôle de protection. Par exemple, un mammifère qui va être abandonné seul ou complètement exclu de sa communauté ne va pas survivre de manière générale. Ces peurs-là, qui sont profondément inscrites en nous, vont être très présentes, même adultes. Et de ces peurs-là vont découler au final d'autres peurs qui représentent quand même vraiment des demandes fréquentes sur les motifs de consultation en séance. Je parle par exemple de la peur du regard de l'autre, de la peur d'être jugé, de la peur d'échouer par exemple, de la peur de ne pas être aimé, de la peur de ne pas être à la hauteur. C'est quand même des demandes récurrentes et derrière ça, il y a souvent des peurs plus profondes, plus archaïques, des peurs d'abandon, des peurs de rejet, etc. Et ces peurs-là vont être à l'origine aussi de comportements vraiment gênants, comme l'incapacité de dire non, comme le fait de s'oublier au détriment des autres, la difficulté à savoir faire des choix ou le niveau d'exigence extrême qu'on se porte envers soi-même, les difficultés à s'affirmer, etc. Il y a tellement de choses qui viennent découler de tout ça. En tout cas, on est tous avec ces peurs profondes de rejet et d'abandon. Elles sont en nous et finalement nos différentes expériences de vie, notre éducation et nos différentes blessures émotionnelles vont venir renforcer ces peurs-là et parfois au point de les rendre extrêmement gênantes et limitantes. Alors ces peurs-là, bien sûr, elles sont utiles lorsqu'elles sont bien réglées, mais peuvent vraiment devenir paralysantes lorsqu'elles sont réglées à l'excès. Un travail sur les peurs et les blessures émotionnelles à l'origine va donc être extrêmement intéressant à ce niveau-là. Dans un deuxième type de peur, je parlerai là des peurs liées à l'incontrôlable, à tout ce qui peut arriver dans la vie et qui ne dépend pas uniquement de nous, comme vieillir de manière générale, comme la maladie, comme la mort. Poussées à l'excès, ces peurs-là témoignent plutôt d'une autre problématique, en fait, d'un besoin excessif de sécurité, d'un besoin excessif de contrôle, qui va se manifester aussi dans d'autres domaines de la vie. Je pense à ces personnes qui aiment décider de tout, qui cherchent à tout calculer, à tout organiser, comme s'il y avait vraiment un besoin de tout maîtriser, de laisser peu de place à la surprise et au hasard. Du coup, dans ces peurs-là, en séance, le travail porterait plutôt sur le besoin d'hyper-contrôle que sur la peur annoncée initialement. Dans un troisième groupe de peurs, je parlerai des peurs que j'appelle motrices. Ce sont l'ensemble des peurs qui vont appeler à l'action. Je m'explique. Elles sont vraiment liées à ce que nous entreprenons ou ce que nous voulons entreprendre. Elles sont liées à l'envie, à l'excitation d'aller vers, au défi, etc., au fait de se dépasser. Le message de ces peurs-là, en fait, c'est passe à l'action, vas-y, bouge-toi, avance. Elles sont présentes par exemple quand il y a un nouveau projet,
quelque chose d'inconnu, une décision importante à prendre ou un grand changement professionnel ou personnel par exemple. Le message c'est allez vas-y fonce. Il faut réaliser dans ces cas-là que l'émotion elle est complètement normale, qu'il s'agit vraiment d'aller de l'avant et de se dépasser pour ensuite profiter de la fierté et de la satisfaction qui en découle. Ces peurs-là, pour les apaiser, c'est aller de l'avant, s'y confronter et puis faire bouger les choses. Dans cette troisième partie, je vais vous parler de quelques clés qui vont vous permettre de travailler sur les peurs déjà en toute autonomie. Je vous invite éventuellement à prendre des notes ou à regarder cette partie une deuxième fois pour vraiment permettre ce questionnement interne et cette évolution-là. Il faut savoir que pour la plupart des personnes, mieux comprendre déjà ce qui se joue à l'intérieur d'elles-mêmes permet déjà de voir ses propres émotions d'un autre œil, d'un œil différent en fait. Et aussi du coup de donner à ces émotions un sens différent, donc à commencer à les apprivoiser, à commencer à faire bouger les choses. Dans un premier temps, je dirais vraiment qu'il est important de prendre en compte et d'écouter vraiment ce qui exprime une émotion qui se présente. Une émotion a vraiment besoin d'être acceptée, d'être reconnue, d'être entendue. Sinon, c'est un peu comme un enfant en bas âge qui demande ou qui dit quelque chose et qu'on n'écoute pas et qui va progressivement crier de plus en plus fort jusqu'à parfois entrer dans une colère terrible et souvent de se mettre à sa hauteur et d'écouter sincèrement la demande et le besoin qu'il y a derrière permet déjà d'apaiser les choses. Donc plutôt que de fuir l'émotion et de la rejeter, ça va être de l'accueillir, de la traverser pour en faire quelque chose. Ensuite, l'idée c'est vraiment de donner un sens à une peur par exemple qui se présente pour permettre de la percevoir différemment et aussi d'une certaine manière d'être plus indulgent avec soi de cette manière-là. C'est-à-dire donner un sens, c'est vraiment de se demander tiens comment ça fonctionne, ce qu'elle raconte, cette peur-là. Elle dit quoi cette peur? Elle dit t'es en danger, elle dit c'est important pour toi, elle dit sois vigilant, elle dit passe à l'action, etc. On remarque que derrière ça, les peurs racontent aussi plein de belles choses sur soi-même. Mais il faut voir ce qu'il y a derrière la peur en fait. Derrière chaque peur, on se rend compte qu'il y a un désir. Par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur montre aussi un certain niveau d'exigence, une envie de bien faire, donc quelque chose de très positif aussi. La peur de ne pas être aimé va montrer notre intérêt pour les autres, pour le partage, pour la relation humaine. La peur d'échouer peut aussi se transformer en l'envie de réussir. Tout ça est une question de manière de communiquer avec soi-même, une manière de se raconter les choses et de voir sur quoi on met l'accent quand on se raconte ses peurs en fait. La peur est aussi un témoin de nos valeurs, c'est-à-dire de ce qui est primordial pour nous, de ce qui est important pour soi. On pourrait se demander alors ce que ça changerait à l'intérieur de percevoir ces peurs-là différemment. Une des clés dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment d'arriver à identifier de quel type de peur il s'agit pour pouvoir ensuite avoir une action différente dessus. Est-ce que cette peur-là, elle dit bouge, elle appelle finalement à se dépasser, à se libérer de la peur en entrant en action? Est-ce que derrière une peur, par exemple, il y a une notion d'hyper-contrôle, c'est-à-dire je vais me questionner sur comment je fonctionne dans d'autres domaines, de manière générale, comment c'est, est-ce qu'il y a un besoin excessif de maîtrise, etc. Est-ce que la peur qui est là, présente en moi aujourd'hui, est en lien avec une peur d'être abandonnée, une peur d'être rejetée, souvent liée à une blessure émotionnelle plus profonde? Prononcez-vous ces mots à l'intérieur, rejet,
abandon. Connectez-vous vraiment à ces termes-là et voir comment ça résonne à l'intérieur, ce que ça crée, par exemple. Ou est-ce que ma peur est une peur biologique, une peur innée, une peur archaïque, mais simplement réglée à l'excès, par exemple? Alors il faut vraiment savoir que les peurs sont vraiment liées à notre évolution personnelle, qu'elles seront toujours présentes tant qu'on continue d'évoluer, tant qu'on continue d'avancer, tant qu'il y aura de l'inconnu, tant qu'il y aura du nouveau, etc. Et finalement, quand on accepte ça, qu'on se rend compte que c'est normal, que c'est pour tout le monde pareil, que la peur a une utilité, alors bien souvent déjà ça permet d'apaiser quelque chose à l'intérieur. Lors de nos consultations en cabinet, on remarque vraiment qu'en cette période de crise, de nombreuses problématiques préexistantes en fait sont majorées ou tout simplement font ou refont surface en ces temps difficiles-là. On a beaucoup traité des peurs tout à l'heure et on se rend bien compte que la situation sanitaire actuelle vient vraiment activer nombreuses de ces peurs-là. Il va alors vraiment être primordial d'écouter l'émotion qui se présente justement à ce moment-là et de se demander de quoi on a le plus peur dans ce contexte-là finalement. Est-ce que c'est la peur de l'inconnu qui va s'activer finalement parce que la situation est vraiment inédite, inhabituelle, on ne sait pas vraiment où on va? Est-ce qu'il y a la peur de la maladie, la peur de la mort? Avec, bien sûr de manière induite, la peur de ne pas maîtriser qui s'active, notamment pour les personnes qui ont vraiment ce besoin surdimensionné d'hyper-contrôle et de sécurité dont je parlais tout à l'heure. À ceci se rajoute parfois la peur de perdre son emploi ou des difficultés financières qui atteignent aussi directement ce besoin de sécurité-là. En fait, toutes ces situations qui vont être induites par le contexte sanitaire vont directement impacter des fragilités plus anciennes et bouleverser vraiment profondément nos repères. On remarque que dans une situation similaire, finalement, chaque personne va la percevoir à sa manière, va la vivre différemment et va avoir une réaction qui lui est propre. On pourrait alors se poser un tas de questions. On peut se demander quels sont les fonctionnements qu'on a de base et qui viennent réellement amplifier le vécu émotionnel de cette situation-là. Les fonctionnements qu'on a de manière générale dans la vie et qui rendent le contexte vraiment plus compliqué, plus complexe à vivre actuellement. On pourrait se demander aussi quelles sont nos peurs principales dans la vie en général et quel lien il est possible de tisser avec la manière dont on vit la situation actuelle. Il y a le besoin de sécurité, le besoin de contrôle, le besoin de maîtrise, le besoin de tout calculer, de tout prévoir, d'organiser, etc. La peur de l'inconnu est-elle réglée à l'excès, par exemple ? La peur de la maladie, de manière plus large, aussi est-elle très présente dans la vie de manière générale? Cette prise de conscience-là va déjà permettre de mettre en route d'autres processus intérieurs. Mettre finalement le problème de fond en lumière, le mettre au premier plan, va contribuer à s'y confronter réellement et donc à permettre dans un second temps de faire bouger les choses. Et l'hypnose dans tout ça donc? Alors bien souvent quand on se connecte à ses émotions, quand on se connecte à son monde intérieur, déjà on entre dans une forme d'état d'hypnose. En fait, entrer en état d'hypnose, c'est entrer d'une certaine manière dans un autre mode de fonctionnement cérébral. Finalement, on change d'état de conscience X fois par jour. On passe d'un état d'éveil à un état de fatigue, de somnolence, puis à un état de sommeil,
ou à un état de vigilance accrue, à un état de rêverie par exemple, ou à un état d'hyperactivité mentale, à un état de relâchement mental. C'est un mécanisme complètement naturel et spontané. De même que l'état d'hypnose est quelque chose de naturel qu'on traverse tous plusieurs fois par jour. Selon les neurosciences, en moyenne, toutes les 90 minutes, on vit un état d'hypnose léger. Il faut savoir qu'on a dans une journée entre 40 000 et 60 000 pensées, ce qui est juste énorme. À un moment donné, pour pas que la machine là-haut surchauffe, le cerveau fait régulièrement une pause. Et c'est utile. Donc c'est ces moments d'hypnose quotidienne qui vont permettre justement de continuer ensuite à progresser dans la journée de manière la plus efficace possible. Ça va être par exemple ces moments de rêverie. Ces moments où on a le regard qui scotche à un endroit, où on est à la fois ici et ailleurs, transporté comme dans un autre univers, et qu'on en oublie l'espace d'un instant la réalité autour, jusqu'à ce que quelque chose nous ramène vraiment à la réalité. Je parle aussi de tous ces moments où on est en mode de fonctionnement automatique, ces moments où par exemple on conduit en voiture, où on passe d'un point A à un point B, sans réfléchir, perdu dans ses pensées, en mode pilote automatique, au point où, par exemple, on fait une demi-heure de route, on a l'impression qu'il s'est passé 10 minutes et on ne se souvient même plus de chaque étape du trajet, par exemple. Je pense aussi à ces moments où on est comme déconnecté de la réalité parce qu'on est plongé dans une histoire, plongé dans un livre, plongé dans un film, au point de vraiment en ressentir des émotions, au point d'avoir une larme à l'œil ou un fou rire, alors que c'est qu'une histoire. Alors en accompagnement, on va utiliser cette fonction naturelle du cerveau pour l'amplifier, pour la mettre au service d'un changement, au service d'un travail sur soi. Car effectivement, l'état d'hypnose a des caractéristiques vraiment intéressantes dans le cadre du changement. L'état d'hypnose va permettre l'accès à d'autres ressources. L'état d'hypnose va permettre d'activer l'imaginaire. Et on sait que ça va être très utile car pour créer du changement, il faut que la personne puisse se réinventer pour qu'elle puisse imaginer, inventer de nouvelles possibilités, de nouvelles perceptions, de nouvelles façons de fonctionner finalement. L'état d'hypnose va aussi permettre l'apprentissage plus facilement. Or, on sait que pour changer, il faut désapprendre des fonctionnements, il faut en apprendre des autres. Donc en hypnose, le cerveau est beaucoup plus plastique, beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable pour défaire des connexions nerveuses et en refaire de nouvelles, pour créer de nouveaux trajets, de nouveaux automatismes de fonctionnement. Donc l'état d'hypnose va vraiment permettre de se rapprocher de son cerveau émotionnel et de tous les mécanismes inconscients. L'idée, ça va être de mieux comprendre comment ça fonctionne et du coup d'avoir une action sur ce qui nous échappe habituellement. Donc l'hypnose va vraiment permettre un travail en lien avec nos mécanismes inconscients pour mieux contrôler nos émotions et nos automatismes. Donc quand je dis inconscient, en fait, ça va être comme une sorte de grand système interne qui gère l'ensemble de nos programmes automatiques, c'est-à-dire tout ce qu'on fait sans avoir à y penser, tout ce qui nous échappe finalement. Je pense à nos réactions émotionnelles, elles arrivent en une fraction de seconde, l'émotion, et on tente ensuite de l'interpréter, de l'analyser, de la gérer, et souvent c'est même inefficace. Je pense aussi à nos automatismes, qui sont inconscients bien sûr, tout ce qu'on fait sans réfléchir, conduire, manger, se laver, et puis d'autres choses aussi, parfois des automatismes plus gênants par exemple, qu'on a pris au fur et à mesure du temps. Dans l'inconscient, je parle aussi de la mémoire, de la manière dont on apprend. On n'y pense pas, on ne réfléchit pas à comment faire et pourtant ça s'intègre, ça s'imprime, ça s'ancre. Donc l'hypnose va vraiment donner accès à ces parties de nous-mêmes pour aller effectuer les bons réglages, pour aller faire les ajustements nécessaires aussi.
pour ensuite pouvoir se libérer de certaines choses, se libérer de certains comportements, se libérer de certaines blessures émotionnelles, de dépasser une croyance sur soi-même ou tellement d'autres choses au final. L'idée, c'est aussi, derrière tout ce qu'on a vu là, c'est de remarquer que pour dépasser une émotion, finalement, il y a tout ce qui se fait déjà naturellement en nous. Tous nos mécanismes de résilience interne naturels. Le sommeil aussi qui va avoir un rôle dans la digestion émotionnelle de ce qui se passe dans la journée, etc. Souvent, on a déjà plus de recul après une nuit de sommeil et après quelques jours que à chaud quand un événement nous a perturbés. Pour dépasser une émotion, il y a aussi tout ce qu'on peut faire par soi-même en apprenant à utiliser autrement ses pensées, à utiliser autrement son cerveau, à percevoir les choses d'un autre œil, un peu les clés dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la gestion des peurs. Et parfois, ça suffit pas et il y a besoin d'être accompagné pour aller travailler sur la face cachée de l'iceberg, je dirais, et finalement c'est tout notre quotidien en accompagnement. Alors, une version plus étoffée de cette intervention devait se tenir il y a environ 1 an à la Halloblé d'Alkirch. Malheureusement, les événements ont un peu perturbé tout ça. Du coup, je vous ai présenté une version un peu plus synthétique en parlant essentiellement des peurs, mais bien sûr, on pourrait développer davantage chaque émotion. J'espère un jour pouvoir vous rencontrer en présentiel ultérieurement pour développer un peu tout ça, échanger de vive voix, répondre à vos questions, etc. En tout cas, merci pour votre intérêt, merci pour votre écoute. C'est toujours avec grand plaisir que je partage autour de comment on travaille avec l'hypnose. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi en privé. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.